L'habit ne fait pas le moine, mais quand même, quand on veut obtenir un emploi et que l'on se retrouve devant un recruteur, il faut soigner son apparence pour sensibiliser des demandeurs d'emploi sur cette thématique et pour faire en sorte qu'ils reprennent confiance en eux. Un atelier coup de pouce était organisé à Sarreguemines. Non, il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Pour déconstruire les stéréotypes de genre et susciter des vocations, une action de sensibilisation à destination de collégiennes était organisée à l'usine Continentale de Sarreguemines. Ces membres de la nouvelle génération ont discuté avec des techniciens et des ingénieurs et découvert leur métier. Pour convaincre et se surpasser, il faut aussi savoir parler. Des collégiens ont pris part à la finale du concours Les Plaidoiries. Devant un jury de spécialistes, ces élèves de première ont parlé avec passion de sujets qui leur tiennent à cœur. L'occasion pour eux de se surpasser et de se préparer pour les échéances futures. Apprendre la langue du voisin en s'amusant. C'est ce que les élèves de l'école Baran de Günzer à Beach ont fait avec leur correspondant allemand. Ensemble, ils ont pris part à une course d'orientation au parc du Stadtweiher. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission pleine de nostalgie qui nous fera remonter le temps. Nous embarquerons à bord d'une vieille auto qui roule de nouveau grâce à l'engagement d'un passionné. Dans Histoire d'Histoire, nous découvrirons une polémique qui avait fait grand bruit à Rolbenschweien en 1922 et j'aurai aussi la chance de m'entretenir avec un artiste emblématique de la région, Marcel Adam, qui saluera le public sarregueminois une dernière fois mardi prochain. Après une longue carrière de près de 40 ans, l'artiste effectue actuellement sa tournée d'adieu. On commence cette émission avec une action de lutte contre le chômage. Un atelier coup de pouce était organisé à Sarreguemines par France Travail et l'association La Cravate Solidaire dans le cadre du festival Unique. 8 participants ont bénéficié de conseils vestimentaires, d'un shooting photo et d'une simulation d'entretien pour reprendre confiance en eux et mieux convaincre les recruteurs. Un reportage de Tristan Récli. Une chemise en dessous. Oui, après on mettra un truc, mais c'est juste pour voir ce qu'on choisit. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans une cabine d'essayage, mais bien dans les locaux de France Travail à Sarreguemines. Grâce à ce vestiaire solidaire, chaque participant repart gratuitement avec une tenue adaptée au poste qu'il vise. Ça peut être effectivement une robe, un tailleur, ça peut être aussi un pantalon avec un chemisier. On agrémente toujours avec des bijoux fantaisie, avec des foulards. Soit les candidats n'ont pas la tenue parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir une tenue, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les codes vestimentaires. Vient ensuite la simulation d'entretien. Face à d'anciens directeurs des ressources humaines ou recruteurs, les participants apprennent à convaincre et s'affirmer. La difficulté que l'on voit de plus, c'est qu'on a des gens en fait, qui n'ont pas ou qui n'ont plus confiance en elles, parce qu'il y a eu des échecs d'entretien ou il y a eu des échecs professionnels. Il faut avant tout montrer qu'on a envie, mais c'est pas facile pour un candidat de montrer qu'il a envie, parce qu'en général, ils sont bloqués ils ont des postures, ils ne savent pas trop comment parler, ils ne savent pas de quoi parler. C'est le cas d'Amélie, aide à domicile en reconversion. Quelqu'un un peu extraverti, donc il faut que je me canalise. C'est vrai qu'on n'a jamais trop de retour de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de savoir l'envers du décor. Cet atelier a été organisé dans le cadre du Festival Unique, une opération nationale lancée par France Travail et l'association La Cravate Solidaire. C'est une action qui est menée tout au long de l'année. La particularité aujourd'hui, elle est double puisqu'elle est hors des murs, c'est-à-dire que c'est la Cravate Solidaire qui vient ici en agence à Sarreguemines. On a à peu près 57%, plus de la moitié des Français qui estiment qu'il existe une inégalité des chances, une discrimination dans l'accès à l'emploi. Donc fort de ce constat, France Travail et Diversité se sont mobilisés pour lancer une grande opération sur ce sujet. Et les résultats sont là. Selon l'association La Cravate Solidaire, à l'issue de ces ateliers, plus de 60% des personnes accompagnées décrochent un contrat, une alternance ou un stage. Et pour pérenniser cette collaboration initiée en 2022, France Travail et l'antenne de la Cravate Solidaire de Faré-Bersviller ont signé une convention. L'association bénéficie de 22 000 € pour accompagner entre 80 et 120 demandeurs d'emploi dans les mois à venir. En parallèle, les agents de France Travail ont fait don de 160 kg de vêtements à l'association. Ils sont issus directement de leurs propres armoires. Après plusieurs interventions des marraines, elle bouge dans les collèges et lycées du secteur. Continental poursuit son opération séduction en ouvrant les portes de son usine aux collégiennes et lycéennes. Après les élèves de 3e de Frémin-Merlebac et les élèves de 1er de Sainte-Chrétienne, c'est au tour des filles de 3e du lycée franco-allemand de Sarrebruck de découvrir les coulisses de l'usine Continentale de Sarreguemines. Marie-Philippe nous en dit plus.
Déconstruire les stéréotypes de genre et susciter des vocations, tel est l'objectif du programme Elle bouge. L'usine Continentale accueille 22 élèves du lycée franco-allemand de Sarrebruck. Les collégiennes sont accompagnées de leurs proviseurs et de leurs professeurs en charge de l'orientation. On organise par exemple au lycée un forum des métiers des parents. Et quand Madame Croza m'a contactée, je me suis dit mais c'est super d'emmener des filles, de voir une usine comme Continentale. Sur une demi-journée, les jeunes filles ont pu découvrir à travers des ateliers et des vidéos les différentes étapes de fabrication d'un pneu. Ce temps était également l'occasion d'échanger avec des ingénieurs et techniciennes sur leur métier. Franchement, c'était cool. On a appris plein de choses sur différents métiers, tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant sur le niveau des points de vue qu'on peut avoir dans les usines et tout ça. Même si les mentalités évoluent, l'industrie reste encore perçue comme un environnement très masculin. En général, on veut que tout le monde soit fort pour porter des choses, tout ça, alors qu'en fait les femmes, elles peuvent très bien le faire aussi. On a tous ce préjugé-là, hein. L'industrie, la production, c'est masculin, c'est sale. Donc effectivement, le but, c'est vraiment de montrer aux filles qu'il y a de la place pour les filles à tous les postes, à tous les niveaux. Et les chiffres peuvent témoigner de ce manque d'engouement pour l'industrie, puisque seulement 8% de l'effectif chez Continental Sarreguemines sont des femmes. Quand on va embaucher du monde, on a du mal à trouver des femmes, en fait. Et toutes les études montrent qu'avoir un équilibre, en fait, homme-femme au niveau du travail, c'est très bénéfique, hein. Ça permet de progresser davantage. Donc en fait, Elle bouge, ça nous permet d'aller au-devant des collégiennes, des lycéennes, pour essayer d'instiller des petites graines qui permettront plus tard d'avoir un peu plus de candidates pour les différents postes. C'est la forte odeur de caoutchouc ou le bruit des machines a pu en déstabiliser certaines. D'autres sont plutôt agréablement surprises. C'était surtout des machines en soi qui faisaient tout le travail, mais en fait on voit que dedans il y a plein de gens qui travaillent aussi pour vérifier tout ça. Avec plus de robots et pas avec beaucoup de gens, quoi. C'était très moderne aussi. Une matinée riche en apprentissage et en découvertes pour ses élèves. Peut-être aura-t-elle suscité des vocations pour certaines. Oser, parce qu'en fait les seules barrières qu'on a, c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes. Donc en fait il faut oser, il faut y croire. Et puis même s'il n'y a pas beaucoup de filles dans la filière qu'on prend, c'est là où on a le plus de chances de percer. Défendre une cause, convaincre un jury, émouvoir un public, tel est l'art subtil de la plaidoirie. Des lycéens ont relevé ce défi avec brio au lycée Henri Nominet de Sarreguemines lors de la finale d'un concours d'art oratoire. Reportage de Thaïs Eschenbrenner et Marie-Morgane Pires. Quand nous traitons ces êtres humains comme des animaux. Entre passion, éloquence et engagement, ils ont captivé l'auditoire jusqu'à la dernière minute. Ce lundi 19 mai se tenait une finale particulière, celle du concours Les Plaidoiries au lycée Henri Nominet à Sarreguemines. 10 élèves en classe de première ont pu s'exprimer sur des sujets qui leur tenaient à cœur, comme les conditions des sans-abri, l'accès aux logements sociaux ou encore la liberté d'expression des journalistes. L'occasion pour eux de se surpasser et de travailler sur un projet à long terme. Moi j'aime bien me surpasser et avoir des défis. Du coup là c'était l'occasion, j'aime bien les concours, j'aime bien gagner, j'aime bien pas forcément gagner mais me surpasser. Et là c'était l'occasion parfaite pour faire ça. Un défi mais aussi un avantage pour ces élèves en pleine préparation du bac de français. L'année prochaine, on a le bac de français et le grand oral. Donc c'est bien de s'entraîner déjà à pouvoir parler devant des personnes et aussi à apprendre des textes et à les savoir par cœur. C'est déjà un gros point. Valérie Gratus, professeure d'histoire-géographie en charge de ce projet, a pu accompagner et préparer ses élèves au cours de plusieurs semaines. Certains élèves ont fait des progrès énormes parce que je les connais pour certains depuis la classe de seconde et ils ont su vaincre leur timidité. J'ai eu aussi des confirmations sur les talents de certains élèves que j'ai vus déjà venir ici avec des compétences et des compétences qui se sont confirmées. Au-delà du cadre scolaire, les plaidoiries représentent également un avantage pour le futur de ces élèves.
Moi j'ai comme projet de rentrer à Sciences Po, essayer de rentrer à Sciences Po après le bac. Donc je me dis que dans tous les cas ça pourra me servir d'une manière ou d'une autre pour les prises de parole. Et même au niveau de l'assiduité, on a dû travailler dessus en amont, s'entraîner à l'apprendre, à le mémoriser et encore travailler dessus. Et je veux dire même ça c'est des préparations déjà en avance pour les concours ou même juste pour essayer de rentrer et le travail par la suite. Un jury composé d'une avocate, de personnel administratif et du lauréat de l'année précédente, Alan Rohr-Petry, a ensuite évalué les récits. C'est Lilia qui remporte la première place de ce concours. Tous les élèves ont reçu un prix pour leur participation. La justice, c'est l'injustice équitablement partagée. À l'école Baron de Günzera Beach, les élèves ont des correspondants allemands qui viennent de la ville de Winningen. Les enfants des deux pays se rencontrent plusieurs fois par an. Hier, ils ont participé à une course d'orientation au parc du Stadtweiher, un reportage d'Emilia Zell. Entweder sucht ihr das oder ihr sucht das. Jedes Mal sollt ihr die Nummer finden und darauf schreiben. Une fois les consignes données en allemand et en français, direction le parc du Stadtweiher pour la chasse aux balises. L'école primaire du baron de Günzner a accueilli ses correspondants allemands de l'école de Winningen hier matin. Ce partenariat entre les deux écoles existe depuis une quinzaine d'années. Pour l'occasion, ils ont réutilisé le parcours d'orientation créé par l'USEP l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est de travailler la coopération entre les élèves. Et le niveau de langue n'est pas toujours le même. On enseigne l'allemand de manière approfondie, mais en Allemagne, ils ont un autre dispositif. Ça fait que des fois, le niveau de langue est un peu pas vraiment en phase. Ils ont du mal à communiquer. Et donc là, par ce jeu-là, ça permet de travailler ensemble, d'avoir du plaisir, de faire une activité sportive et voilà, travailler la coopération. Cette course d'orientation a réuni environ 80 élèves de l'école bitchoise et 45 élèves allemands. 3, 7 et 5. 3, 7, 5. Les enfants rencontrent leurs correspondants environ 2 fois par an. Elle a dormi pendant plus d'1 an et elle se réveille enfin. Alexandre Martin est un passionné de vieilles voitures. Il a fait l'acquisition d'une Citroën XM en 2019, mais l'embrayage est arrivé au bout. Cette année, il a enfin trouvé la pièce de rechange. La vieille automobile se prépare pour l'exposition de vieilles voitures qui aura lieu à Großbiedersdorf fin juin. On vous propose de suivre le réveil et la réparation de ce vieux modèle avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Très impatient de savoir si cette voiture va démarrer et c'est l'heure du grand réveil. Alors c'est pas trop capricieuse aujourd'hui? Un ronronnement qui n'a pas été entendu depuis toute une année. Cette Citroën XM sort de son sommeil. Elle était à l'abandon, en panne, dans un champ. Alexandre était à la recherche d'un de ces modèles. Il l'a récupéré et l'a réparé. Au départ, une simple fuite hydraulique. J'ai pu rouler avec 10 000 km pendant 4 ans, sauf qu'il y avait l'embrayage qui était au bout. Ça, on le savait depuis le début. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de rouler avec au bout de 4 ans pour me mettre à la recherche de la pièce. Parce que c'était ça, elle n'était plus disponible et là, elle était vraiment au bout du rouleau. Donc on s'est mis en recherche de la pièce détachée et la voiture a sommeillé jusqu'à maintenant en attente de cette fameuse pièce. On va attendre 1 ou 2 minutes quand même. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Le temps qu'hydrauliquement elle puisse se réguler, se purger ou autre, ça permettra au système électronique de se calibrer aussi. Alexandre souhaite préparer la voiture pour l'exposition de voitures anciennes à Großbiedersdorf fin juin. Et pour que la dame soit prête, il faut encore faire quelques réparations. Pour faire une très grosse maintenance, le changement de l'embrayage, cours à distribution et tous les fluides et les filtres pour qu'elle soit prête. C'est un modèle qui dispose d'une suspension hydraulique avec des sphères qui mélangent du gaz avec du liquide. C'est la première voiture avec la suspension hydractive, donc où un ordinateur pilote la suspension et la rend encore plus sécurisante à la conduite. Alexandre a fait appel à plusieurs de ses connaissances, comme Jean-Philippe, qui ont des connaissances techniques pour les réparations. Avant les prochaines étapes, un petit passage au lavage pour enlever toute la poussière. C'est une expérience incroyable parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis pied à bord. C'est un vrai palace roulant, c'est incroyable comme voiture et je regrette absolument pas de lui redonner une deuxième vie parce qu'elle le mérite et franchement ça va manquer.
Restaurer un vieux modèle n'est pas de tout repos. Ce qui pose le plus grand souci n'est pas la réparation en elle-même, mais la disponibilité des pièces. Quelques semaines plus tard, la pièce tant recherchée pendant toute une année, l'embrayage, va être enfin installé. On a eu des soucis parce que c'est une pièce qu'on trouve plus en œuvre depuis plusieurs années. Donc c'était déjà une aventure pour trouver une référence qui soit compatible, en plus d'origine Citroën, récupérée dans un lot de pièces quand on a vidé un ancien garage. Et donc on peut enfin en profiter après plus d'un an de recherche et plus d'un an d'arrêt pour remettre en état cette voiture. Celui-là il était complètement usé, inutilisable, hein. On ne peut plus rien en faire. On peut déjà voir la différence entre les deux pièces. Et après surtout au niveau du mécanisme aussi, on voit que celui-là il a bien chauffé. D'où les traces un petit peu bleutées. Et là, on a notre kit du coup tout neuf. La date de l'exposition approche. La voiture est presque prête. Une nouvelle pièce est à changer pour distribuer l'air dans les différentes sorties pour la ventilation. La mission pour Dustin Flory est d'abord de sortir l'ancienne pièce défectueuse avant de tester la nouvelle. Alors aujourd'hui, on va changer cette pièce. C'est le ventilateur de chauffage qui est situé ici en dessous du tableau de bord. Et puis pour ça, on va déjà reculer le siège et ensuite on va enlever le cache pour avoir un peu plus d'accès. Puis une fois dès que la pièce sera démontée, on va la brancher pour voir si elle fonctionne. On va ici voir au niveau des commandes de réglage si ça marche bien dans toutes les étapes. Puis ensuite, si tout marche bien, on va la monter. Puis il remplace le circuit imprimé situé sous les réglages de la ventilation et du chauffage. Après quelques minutes, la ventilation est enfin rétablie. Ça a fonctionné, c'est nickel. Donc on peut revoir, on a tout bien refermé et puis ça marche nickel. En fait, sur les voitures comme la Citroën XM est pourvu de beaucoup d'éléments en plastique et le plastique prend les UV, prend le soleil. Il faut savoir aussi qu'il y a les UV de la Lune hein, qui font une agression. Et donc là, on a l'exemple classique du plastique qui est devenu complètement gris. Il a perdu sa couleur alors que d'origine, il était noir, sorti d'usine. Donc aujourd'hui, avec les produits qu'on a, on peut leur redonner leur brillant, leur éclat d'antan. Il faut d'ailleurs justement nourrir le plastique pour qu'il ne fissure pas, il ne casse pas. Parce que là, plus il est blanc, plus il est cassant. C'est un plaisir inégalé, retrouvé. Une voiture qui fonctionne parfaitement, sans aucun défaut. C'est vraiment très appréciable. Et puis, une pointe de nostalgie, ça n'a jamais de fin. Nostalgie toujours, Marcel Adam sur scène, ce sera bientôt du passé, mais il est encore temps de profiter du talent de notre musicien polyglotte qui chante en français, en plate et puis également en allemand. Marcel Adam, merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Comment allez-vous ? Tout va bien. Alors vous êtes là pour nous parler de votre tournée d'adieu qui a commencé en 2023, qui dure jusqu'en 2026 et à une date mardi à Sarreguemines. Alors pourquoi avoir décidé d'arrêter ? J'aurai 75 ans l'année prochaine. Je suis fatigué. Je fais 45 ans que je suis sur les routes. J'ai eu beaucoup de bas et quelques hauts aussi. Et voilà, la culture change hein, partout, que ce soit en France comme en Allemagne. Enfin, nous, on joue principalement. Partout, on déleste les budgets culture. On en fait moins. Quand on économise, c'est d'abord la culture qui prend. Et j'ai plus envie de me battre. J'ai bien fait le boulot. J'ai encore jusqu'à l'année prochaine une centaine de concerts à jouer parce que tout le monde veut travailler avec moi. Et les gens me demandent toujours pourquoi j'ai fait 3 ans au lieu d'une année. Si j'avais fait une année, on aurait dû jouer 180 fois. Et donc j'ai réparti sur 3 ans et ça marche très bien. On est content. Et j'ai encore une centaine de concerts à jouer. Ça me fait un immense plaisir. Je veux collectionner le plus grand nombre de bons souvenirs. Justement, les chiffres doivent être impressionnants, quasiment 45 ans de carrière. Combien d'albums et combien de concerts vous avez pu donner ? J'aurais joué, quand j'arrêterai, à peu près 4000 concerts. Mais mes albums, je ne sais plus, j'ai dû en sortir 12 ou 13. Il y en a d'ailleurs un qui va sortir encore, on ne voulait plus jamais faire de CD. Mais le dernier concert, la dernière tournée, puisque sur les 3 ans, j'ai chaque fois fait un nouveau programme.
On va l'enregistrer en live encore à Saarbrücken, là en octobre. Et on fera encore un CD pour les amis, parce qu'il y a plein de gens qui veulent encore des souvenirs de nous. On sortira encore celui-là pour les potes. Et quelle est la recette pour durer comme ça sur 4 décennies? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu encore du public qui vous a suivi jusqu'à aujourd'hui? Ah ben ça, il faut demander aux gens qui nous suivent. Mais je pense qu'on n'a jamais triché. J'ai fait certainement beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un guitariste génial, on le sait, mais j'ai beaucoup appris par rapport à mes débuts. Du fait aussi de jouer avec des bons guitaristes et des bons musiciens, j'ai beaucoup appris. J'ai fait des textes qui sont bons. Aucun doute, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup. J'ai fait des chansons sur tous les thèmes, que ce soit en patois ou en français, maintenant en allemand aussi, qui sont très bons, qui touchent les gens, qui se sentent concernés, et le show qu'on fait, qui est toujours un mélange d'humour avec de la chanson, mais parfois de l'humour très spontané et un peu agressif pour provoquer les gens. Ça marche, les gens sont contents, les gens réagissent, les gens m'écrivent, et j'ai dû faire quelque chose de juste pour pouvoir vivre aussi longtemps de ça. Et vous avez aussi l'humilité de reprendre des fois des chansons d'autres artistes pour toucher le plus grand monde aussi. C'est pas de l'humilité, il y a des très très belles chansons. Si je faisais encore 10 ans de musique, il y aurait plein de chansons encore que je jouerais. On a fait la machine, on a fait les mains d'or dans un des derniers programmes. Et moi j'ai des chansons qui me tournent dans la tête. Et il en est de même avec mon dernier CD qui s'appelle Égoïste, où j'ai mis dessus Il voyage en solitaire, une toute vieille chanson de Gérard Manset que beaucoup de gens ne connaissent plus mais qui me tourne dans la tête. Et reprendre des chansons comme ça, je le fais par respect pour les artistes qui ont fait et par respect pour le public qui généralement est content quand on joue ça. Qu'est-ce que vous allez jouer mardi soir à Sarreguemines? Mardi soir à Sarreguemines, on change un petit peu notre programme de la tournée parce qu'ici on est quand même dans la ville du Platt et du dialecte qui le soutient beaucoup. Donc je vais ressortir quelques chansons en dialecte qu'on ne joue pas avec la grande équipe. L'une ou l'autre je vais peut-être jouer seul ou en trio. Et sinon, l'autre grande partie fera partie du programme d'automne. Il y aura des trucs en français, très connus, l'une ou l'autre chose en allemand, parce qu'il y aura aussi quelques Allemands qui vont venir à Sarreguemines. On fera un mix. Ok, ça marche. Et à votre avis, quel est l'avenir de la chanson en dialecte? La chanson en dialecte, que voulez-vous que je vous dise? On a des gens ici dans la région, quelques-uns qui font cours du dialecte. Il y a Hervé Atamanu qui fait ça avec une très bonne équipe. Mais bon, lui, autant que je sache, il fait revivre les chansons plus anciennes en dialecte. Je ne l'ai pas écouté les derniers temps. Et après, il y a juste Elvis, là-haut, dans sa ferme, qui a réécrit quelques chansons en dialecte. Et sinon, je ne sais pas trop, dans le Beachaland, je sais qu'il y avait Dame et son équipe qui faisaient beaucoup de travail, mais aussi du théâtre en dialecte, des choses. Sinon, je ne suis plus trop au courant, puisque moi, on ne m'invite plus aucune part à aucun festival. Donc, je sais plus ce que les collègues font, mais je crois que c'est en train de mourir. On a encore une poignée d'artistes, c'est ça qui du coup propose des... Je pense que c'est en train... Les Alsaciens, en plus, je pense pas. Les Alsaciens, tous les politiques parlent encore le platt. Une grande partie des hommes politiques parlent encore depuis leur naissance le dialecte. Donc, ils comprennent mieux ce qui se passe et ils le soutiennent encore. Chez nous, derrière Saint-Avold, après Saint-Avold, il n'y a plus personne de nos hommes politiques qui sait ce que c'est que le dialecte. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que ça reprenne un peu ces chansons en dialecte en francique? J'ai beaucoup bataillé dans ce sens. J'ai toujours dit, moi, quand on rénovait le château de Malbrook, je dis le dialecte c'est tout aussi important que de rénover des vieux murs. Voilà. Mais aux yeux des politiques, ça n'a jamais eu cette importance. Un château, c'est quelque chose qu'on voit, qui est présent. Voilà, on rénove ça. Le dialecte, c'est quelque chose entre les deux. Par sympathie, on donne un peu de sous, un peu de budget pour le dialecte, mais ça n'a pas de priorité. Bon, merci d'avoir passé ce moment-là avec nous, Marcel Adam. Et puis, du coup, j'invite tous les amateurs de chansons en français, en allemand et en platt, et les amateurs également de vos chansons, Marcel, à venir mardi à Sarreguemines pour écouter votre concert. Et puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission à laquelle vous aviez participé.
Vous pouvez, oui. Oui. Merci de m'avoir accueilli avec ma petite chute. Et deuxièmement, j'ai vu que dans le reportage, il y a un ami à moi avec la XM. Ah oui. C'est lui qui fait mes lunettes. Je vais lui téléphoner. Je lui dis qu'il m'emmène un tour avec sa XM. Okay. Ouais, vous avez pu vous rendre compte que dans cette émission, il y a plein de reportages qui intéressent finalement la population d'ici. J'ai vu Winningen, les enfants de Winningen, et je joue toutes les années là-bas. D'accord. C'était sympa. Ouais. Je pense qu'aussi les gens qui seront sur ces reportages, les gens qui regardent également la télé, seront contents de vous avoir entendu parler. Et puis donc, merci pour l'accueil. Ils peuvent également vous écouter grâce à cet extrait que j'ai sorti des archives. Donc vous étiez avec Margot sur le cadre pour jouer quelques-uns de vos morceaux. On va les écouter. Sonna kocht Bohnen Kaffee, die Michel schlaft im Kanapee, im Garten druckt die Wäsche vor Mirabellebaum. Der Kleine war mit dem Velo weg, hat die Tennisschuhe voll Dreck. Sonna macht ihm noch ein Schmier mit Rum. Sonna sitzt vor der Straße auf der Bank, mit Madele, es schält Krummbeere für Fried. Kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Es hat die Kinder großgezogen und sind die Kinder weggezogen. Jetzt lebt's mit Michel allein in dem großen Haus. Die Kleine sagt zu ihrer Mama, aber sie ist nur die Oma, sie weiß, dass bald wieder gehen muss. Sonna sitzt vor der Straße auf der Bank, mit Madeles Schild Krummbeere für Fried. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, on retrouvera un temps plus mitigé pour ce week-end. Le ciel sera encombré et les éclaircies plus rares. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Donatiens et il fera jour de 5h41 à 21h22. Passez tous une belle journée et à demain. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bienvenue chez Capucine, un café fleur, fleuriste et lieu de pause à Velferdin. Nous vous proposons des bouquets pour toutes occasions, mariage, anniversaire, hommage ou simples attentions. Prenez le temps de savourer un café dans notre espace chaleureux et vintage et découvrez chaque mois un nouveau thème. Café légende, naturopathie, médecine chinoise et plus encore. Café Fleur, un lieu où la beauté des fleurs rencontre le bien-être. Et n'oubliez pas dimanche 25 mai, la fête des mères. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach.
Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, je reste sur Sarreguemines, ma ville natale. Il est temps pour moi de redécouvrir ses rues, son histoire et tous ces petits trésors que l'on oublie parfois de regarder. Accompagnée d'une guide passionnée, Arlette Kremer, je vous emmène à la découverte du patrimoine historique et faïencier de cette belle cité, autrefois fleuron de l'industrie de la faïence. Sarreguemines, une ville où il fait bon vivre et qui mérite qu'on prenne le temps de la voir ou de la revoir autrement. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. Concordat ou droit français, cette question que l'on peut se poser encore aujourd'hui a été débattue avec virulence à Schweyen en 1922 lorsqu'un instituteur venu de la France de l'intérieur et le curé du village se sont violemment opposés. À l'époque, le journaliste Jean Dumser était là pour apporter l'événement et pour jeter aussi un peu d'huile sur le feu. Écoutez. Jean Dumser, né en 1885, décédé en 1959, est un journaliste, rédacteur en chef du Courrier de la Sarre et autonomiste. Il est natif de Rolbin et a fait ses études au collège de Bitche. Au moment de la guerre scolaire de Schweyen en 1922, qui a fait l'objet d'échanges à la Chambre des députés, il prend position pour le curé du village contre l'instituteur. Signataire du Heimatbund, une ligue qui revendique un statut particulier pour la région, il est à l'origine, avec d'autres, de la grotte de Lourdes de Rolbin, qui contient de nombreux symboles politiques. Avec nos historiens Joël Beck et Olivier Jarry, nous partons à Schweyen et Rolbin pour vous raconter cette nouvelle histoire de notre histoire. Est-ce que l'on se souvient que Schweyen faisait en février 1922 la page 1 des journaux locaux et même nationaux, je pense à la page en une du Cri du Peuple, l'organe du Parti Socialiste de l'époque, et de débats vifs à la Chambre des députés. Non, tu as raison, je pense qu'on a complètement oublié le contexte politique tendu de ces années-là dans notre région. Donc en 1919, l'Alsace-Moselle est intégrée juridiquement à la République française. Et très vite, le bloc national, qui est au pouvoir jusqu'en 1924, se retrouve à gérer une question compliquée qui est celle de savoir si on va appliquer le droit français intégralement dans la région. Et le point qui cristallise un peu les tensions très vite, c'est la question religieuse. Puisque les Français de l'intérieur, comme on les appelle ici, connaissent depuis 1905 la séparation de l'Église et de l'État, alors que nos habitants d'Alsace-Moselle sont très attachés au Concordat et refusent catégoriquement qu'on le leur enlève. Et c'est dans ce cadre-là que va se passer ce qu'on appelle l'affaire de Schweyen. En 1919, l'instituteur de Schweyen est envoyé en France de l'intérieur pour améliorer sa connaissance de la langue française. On lui interdit d'enseigner et à la place, on envoie ici Marcelin Lié, qui est un tout jeune enseignant originaire de Franche-Comté. Qui ne parle pas allemand alors ? Qui ne parle pas du tout allemand, qui est officiellement catholique, mais avec sans doute une pratique un peu moins intense que les gens de la région ici. Et très rapidement, des tensions vont se faire jour avec le curé Zach Steder de Schweyen. De manière assez récurrente, on a des problèmes au sujet d'un manuel de récitation qui ne serait pas approprié, que l'instituteur manquerait de respect envers la religion, qu'il n'enseignerait pas suffisamment la religion aux enfants, toute chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire évidemment avant d'arriver ici, mais qui était très importante pour les habitants de Schweyen et le curé en particulier. Et donc en chaire, le dimanche, le curé plusieurs fois a pointé du doigt l'instituteur. Donc la tension va monter. Et finalement, l'événement qui va peut-être mettre le feu aux poudres, c'est la venue à Schweyen d'un conférencier, d'un journaliste, d'un activiste politique qui est Jean Dumser. Oui, ce fameux Jean Dumser, il est vrai que le mouvement autonomiste se développe dans nos contrées et naturellement en Alsace. Le point de vue religieux, justement,
est un axe de défense de ce mouvement fédéraliste. Et ce Jean Dumser, qui commence à colporter ses idées autonomistes, se rend effectivement à Choyonnes pour évoquer avec le curé les circonstances et les débats qui ont lieu entre l'instituteur, le maire et le curé. C'est donc ici, dans cette église de Choyonnes, que Dumser a rencontré, tu penses, le curé Zach Steder et les hommes du village? Oui, effectivement, puisqu'il en parle dans son livre « Confession d'un autonomiste ». Il parle naturellement de son parcours depuis sa naissance en 1885 à Rolbin. Il fait des études au collège Saint-Augustin de Bitche, puis au petit séminaire à Metz. Pendant la Première Guerre mondiale, il se réfugie en Suisse et j'imagine que c'est là qu'il commence à accéder au principe d'autonomie par rapport au mouvement politique des cantons, de la Confédération. Il rentre en France et comme journaliste, il est embauché au journal de Thionville, mais au bout de quelques mois, à la demande du commissaire de la République Mirmand, il est renvoyé parce qu'il écrit dans ce journal « Il est à craindre que le joug français soit encore plus lourd que le joug prussien ». Donc à partir de là, ces considérations politiques autonomistes allaient à l'encontre des autorités françaises. Il devient quand même rédacteur en chef du Courrier de la Sarre à Sarreguemines, mais il est nouveau renvoyé au bout de quelques mois à la demande du sénateur Jean Stuhl, dont il fut pourtant le secrétaire particulier. Dans le même temps, politiquement, il est engagé dans le mouvement fédéraliste d'Alsace-Lorraine et fera passer ses idées, cette fois-ci, en achetant une imprimerie, l'imprimerie sarregueminoise. De plus en plus engagé dans le Volksbund, au niveau autonomiste, il sera l'un des signataires du Heimatbund, le fameux manifeste autonomiste qui sera interdit en 1927. Tu sais qu'il finira complètement ruiné et terminera ses jours en 1959 en se réfugiant à Rolbin. Mais surtout, l'un de ses idéaux en matière d'autonomie, c'était la défense de notre identité religieuse dans le territoire. Oui. Et c'est ce qui nous ramène donc à cette fameuse affaire de Choyonnes qu'on a quittée il y a quelques moments. Donc Dumser est venu à Choyonnes, il a tenu une conférence et il a insisté sur la défense de l'école catholique qu'il fallait absolument tenir face aux visées de Paris qui cherchaient à laïciser tout cela. Il aurait incité les chefs de famille à aller rencontrer directement l'instituteur pour leur signifier ce qu'il lui reprochait. Mais d'après ce qu'il dit, avec calme, sans violence. Oui, c'est ce qu'il évoque dans son livre, mais on peut en douter. On peut en douter. Ici, on est au cœur de l'événement, puisque nous avons l'école et le presbytère. Et on le voit, ils se sont face à face. Oui, tout à fait. Donc Dumser vient à Choyonnes le 26 décembre 1921. C'est ce qu'on disait, il rencontre les pères de famille. Et dès le 3 janvier, donc quelques jours plus tard, 1922, les pères de famille, 17 pères de famille du village, vont rencontrer l'instituteur à l'école. Il semblerait que ce soit un petit peu animé. Ils lui lisent une longue déclaration en allemand alors qu'il ne comprend pas l'allemand pour lui dire ce qu'il lui reproche. On lui crie de faire sa valise, de quitter le village. Il sort, il est un peu bousculé, il va porter plainte. Et les 17 hommes se retrouvent au tribunal de Sarreguemines. Donc un mois plus tard, en février 1922, un procès de près de 10 heures voit ces 17 hommes comparaître à Sarreguemines.
Et ça avait fait la une, puisque je crois qu'il y a des dizaines, voire une centaine de personnes qui étaient présentes au tribunal pour y assister. Et verdict, 3 des chefs de famille ont droit à des jours de prison, les 14 autres ont une amende, et le curé Zachsteder, qui est absent, il se dit grippé. Par contre, c'est lui qui écope de l'amende la plus importante, plus du double de celle des autres chefs de famille. Rolbin, la limite de la frontière allemande, on est donc pas loin de Schweyen, où est né notre fameux autonomiste Jean Dumser. Et donc, il est sûrement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à l'impulsion de cette grotte qui a été quand même érigée par son beau-frère Jean Krebs. Oui, il y a des indices assez forts, oui. La grotte, dans tous les cas, a un rapport très certain avec le contexte, un contexte identique à celui de l'affaire de Schweyen. Oui. Elle a été érigée quelques années plus tard, en 1927. Bénie le 8 septembre 1927, c'était un événement exceptionnel dans un petit village comme Rolbin, une paroisse un peu excentrée puisque c'est une des toutes dernières du Bütcherland à avoir son église. C'est vraiment un village un peu oublié. Donc un événement exceptionnel. La presse de l'époque rapporte en détail tout ce qui s'est passé. On a un article de la Lothringer Zeitung qui raconte que 2000 fidèles sont venus, une messe avec une vingtaine de prêtres le matin, vêpres, salut du Saint-Sacrement, procession au flambeau le soir. Donc un événement exceptionnel. Ah oui. De la population. Donc une grande ferveur religieuse, l'article en parle beaucoup, mais ça c'est un petit peu plus étonnant. Il y a un aspect moins religieux ou moins directement religieux, un aspect un peu plus politique également dans cette grotte, et c'est ça qui fait la spécificité de ce monument, et c'est ça qui la rattache très directement à ce qui s'est passé à Schweyen et à ce contexte politique tendu des années 20 en Alsace-Moselle. Donc c'est vrai qu'on le voit là en face de nous, ça présente des éléments, beaucoup d'animaux apparemment. Oui, ces animaux ont une réelle dimension politique. Et elle est explicitement citée dans la presse de l'époque qui explique ce que signifie chacun de ces 4 animaux. Vous avez par exemple le faucon tout en haut, un faucon aux aguets, qui symbolise, d'après la presse de l'époque, les adeptes de la laïcité, c'est-à-dire ceux qui cherchent à arracher les enfants de la religion et à faire sortir Dieu des écoles. Vous avez également le renard qui rampe. Il représente, je cite, des habiles et trompeurs beaux parleurs qui mettent notre pays en grand danger. Vous avez également les lézards, 3 lézards, qui sont énormément grossis. Ils symbolisent, d'après la presse de l'époque, toujours les rationalistes, c'est-à-dire ceux qui, sans en avoir l'apparence, cherchent à ruiner l'influence de l'Église dans notre région. Enfin et surtout, le pire, le grand ennemi de la Sainte Vierge, au pied de la Sainte Vierge, le serpent. Et on voit que cette grotte représente un serpent 3 fois plus grand que les serpents qu'on représente habituellement au pied des statues de la Sainte Vierge. Ce serpent, d'après la presse de l'époque, c'est le symbole de la franc-maçonnerie qui dirige toutes ces manœuvres contre l'Église en Alsace-Moselle. J'imagine que la plupart des habitants du Bütcherland qui sont venus à cette inauguration là, le 8 septembre 1927, et puis tous ceux qui sont revenus et qui viennent peut-être encore aujourd'hui devant cette grotte, voient le côté religieux, mais n'imaginent pas cet aspect politique. Oui, cet aspect politique autonomiste qui a périclité après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs comme le lien religieux qui s'est distendu encore aujourd'hui.